Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouvel Arsenal French Monday, une nouvelle émission. Pour la première fois après une défaite d'Arsenal contre Manchester United. Pour cette émission, je suis avec des invités d'exception encore une fois, deux membres d'Arsenal French Club, Ulysse et Richard. Salut les gars. Salut. Et on est rejoint par Geoffrey Pointlane, journaliste spécialiste Première Ligue. Salut Geoff. Merci et salut et puis merci surtout de l'invitation, toujours un plaisir. Oui, c'est pas la première fois qu'on t'invite et ça fait extrêmement plaisir de t'avoir à chaque fois pour également avoir un regard, comme d'habitude, un regard extérieur sur le club. Ça permet également de prendre un peu de hauteur et de regarder un peu d'analyser le club un peu d'une manière différente. Dans le chat, n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir sur les sujets qu'on va évoquer. Justement, on parle des sujets. Voici un peu le sommaire de cette émission. On va bien sûr débriefer Manchester United Arsenal, une défaite 3-1, la première de la saison après un départ canon à 5 sur 5. Je vois déjà dans le chat un petit arbitre. Voilà. Mais on aura l'occasion de reparler de l'arbitrage en général, pas de l'arbitrage sur ce match. Enfin, en tout cas, on pourra en parler bien évidemment, mais voilà. Deuxième sujet de cette soirée, on fera un focus sur Sambi Lokonga. Sambi a-t-il les épaules assez solides pour carry ce milieu de terrain d'Arsenal? On fera un petit point sur les derniers départs et puis les prêts notamment d'Ainsley Maitland-Niles et de Folarin Balogun, puisque Balogun est en feu. Donc voilà, on fera juste un tout petit point là-dessus. Et puis on finira par Bellerin, Bellerin qui a quitté le club. Et voilà, on rendra hommage, on va dire, à Hector Bellerin. Voilà pour le sommaire un peu de cette émission. On va commencer directement par par le débrief de ce Manchester United Arsenal. Je vois déjà que l'arbitre prend extrêmement cher dans le chat. On va pas faire de focus sur l'arbitrage sur ce Manchester United Arsenal parce que ce serait trop facile et c'est pas le but de taper tout le temps sur l'arbitrage, même si on en a marre. On fera plutôt un petit point arbitrage mais global pour comprendre ce qui ne va pas dans l'arbitrage actuellement en Première Ligue pour tous les clubs, pas que pour Arsenal. Voilà. On va commencer donc ce débrief. Geoff, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Défaite finalement cruelle pour Arsenal qui s'est fait punir par Manchester United. Ouais, il y a eu de la naïveté, on va dire défensive. Alors bon, bien sûr, on va dire d'un aspect global, c'est pas une défaite qui doit remettre évidemment en cause quoi que ce soit. C'était on va dire la première rencontre, la première grosse rencontre pour les Gunners face à un membre du top 6. Et puis on voulait évidemment voir ce que ça pouvait donner. Alors on a vu face à un membre du top 6 qui jouait en compte. C'est vrai que, mis à part les 15 premières minutes où Manchester United a un peu étouffé les Gunners, après, on va dire, le but refusé, c'est vraiment Arsenal qui a pris en main les opérations et en fait ce jusqu'à la fin du match. Il y aura forcément une autre manière de jouer quand Arsenal n'aura pas de ballon face à un membre du top 6, donc c'est-à-dire surtout face à Manchester City et sans doute Liverpool par exemple. Non, oui, ça peut ressembler un petit peu à une défaite cruelle dans le sens où c'est vrai que même ce score, on va dire, est assez gonflé, 3-1, il reflétait pas vraiment la physionomie du match. J'aurais plus pensé qu'un match nul aurait été surtout mérité au regard, on va dire, de la performance, parce que même si Arsenal a dominé, Arsenal s'est fait quand même bien ouvrir en contre. Et à chaque fois, voilà, ça aurait été des comptes dévastateurs. Bah, surtout, c'est vrai que c'était très bien joué aussi de la part de Manchester United, mais il y a eu quand même d'énormes aussi erreurs de placement et que ça soit au milieu de terrain ou même en défense. Mais, euh, mais on va dire que on va la, les- on- la prestation, voilà, la prestation communicative, on va dire, d'Arteta aussi à la fin du match, où on voit là qu'il faisait la mine des mauvais jours aussi, signale le fait que Arsenal aussi a pas mal aussi fait de progrès par rapport à un membre du Big Six, où voilà, il y avait quand même cette victoire qui tendait les bras. Et quand il y a eu ce score de un partout, personnellement, je ne voyais pas vraiment comment United
pouvait s'en sortir et finalement, après 5 minutes de jeu, le match a été complètement, on va dire, relancé, contre Arsenal. Mais Heu, non, je vois pas de signe vraiment négatif. Il y aura forcément une réaction face à Everton et j'attends surtout, moi, le comportement d'Arsenal face à un autre gros où Arsenal n'aura pas de ballon. Mais pas de quoi remettre en cause tout ce qui a été fait et cetera. On pourra parler évidemment des performances individuelles de chacun où il y aura aussi beaucoup de choses à dire, mais dans le global, voilà, c'est frustrant parce que Arsenal pouvait sortir de ce match minimum avec un nul et on va dire que si la dernière demi-heure était mieux gérée après l'égalisation, on pouvait s'en sortir avec la victoire. Oui, une défaite donc 3 buts 1, doublé de Rashford et un but d'Anthony, alors que pour Arsenal, c'est Saka qui avait égalisé. Euh, Richard, finalement, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et est-ce que tu pensais que quand Saka a égalisé, comment est-ce que tu voyais la suite du match en fait? Moi, personnellement, quand on a égalisé, je me suis dit, c'est bon, on a fait le plus dur, on est revenu. Maintenant, le match commence vraiment en fait. Et on s'est fait punir. Et je me suis dit la même chose en fait. Le problème, c'est que je regardais le match et je nous voyais attaquer, je nous voyais attaquer. Je me suis dit, ouais, on va être en feu, ça va bien se passer. Bon, on s'est pris une petite clim avec le premier but. Je me suis dit, bon, on est habitué maintenant, on va marquer très vite, je pense. Arrivé là, ça a mis un peu plus de temps. Saka nous égalise et pour moi, on allait encore donner ce qu'on pouvait donner, mais les contres nous ont été, ils nous ont fait trop mal honnêtement contre. Notre défense, il y a eu des problèmes. Il faut bien qu'il y ait des problèmes à un moment donné. Et on a pris l'eau en défense et je pense qu'il y a aussi le fait que dans le stade, à mon avis, ça devait être l'euphorique en tant que joueur. Il y a tout le stade qui était en ébullition et il y a eu trop de pression. Mais c'est dommage parce que notre visage depuis le début du championnat, il est magnifique. On joue super bien et c'est ce que je disais avec Bosco. C'est que Arsenal, ils ont perdu, mais on a perdu avec la belle manière. Donc ça me dérange moins en fait parce qu'on a quand même réussi à garder notre jeu, même quand on était dominé. Et avant, on le faisait pas ça l'année dernière, qu'on a eu des défaites, c'était pas beau à voir. Que là, on a gardé notre visage, on est resté solide. On a essayé de tout donner malgré tout, on a quand même essayé de jouer et c'est pas passé. Donc enfin, en fait, c'est de la frustration qu'il y a sur cette défaite, mais il fallait bien perdre. Il fallait bien perdre à un moment donné, on était trop en feu pour. Mais on se fait calmer par Manchester United, quoi. Je préfère eux que Tottenham, mais 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 ouais, t'as un petit goût amer, quoi. Ouais, bah, c'était un peu le. D'ailleurs, je l'ai pas mis, mais c'était carrément le titre de ce débrief. C'était une défaite, hein, bien évidemment, au goût amer, parce que on sentait Arsenal supérieur dans le jeu. Finalement, Ulysse, bah voilà, l'adage dominer n'est pas gagné, bah c'est encore totalement le cas sur ce match-là, hein. C'est vrai que là, on était frustré parce qu'on dominait. Mais faut rappeler que c'est peut-être une des premières fois depuis longtemps qu'on arrive, contre un membre du Big Six, sur une position de favori. Et je pense que pour un groupe comme ça, c'est psychologiquement, c'est complètement différent, un match comme ça à préparer. Et on peut voir qu'en fait, United, ils ont mis des buts d'outsiders par rapport à nous, quoi. C'est vraiment des contres, des semi-contres, des longs appels, des longues passes, et qu'on a été trop naïf sur ces actions-là. Et donc, c'est aussi apprendre de ces positions-là, c'est être dominant face à des équipes comme United, mais savoir être vigilant malgré tout. Donc ça, ce sera des choses qu'il faudra apprendre par la suite. Donc c'est frustrant, mais intéressant pour la suite parce qu'on va apprendre de ça. Donc voilà, je pense que ce sera un point pour la défense. À Geoff, on a notamment Gabriel Jesus qui a dit en interview d'après-match que Arsenal n'avait pas été assez tueur. C'est ça aussi qu'il va falloir apprendre pour cette équipe, et je le voyais dans le chat, c'est convertir finalement les occasions quand elles se présentent pour tuer le match et éviter de se faire punir par des équipes un peu comme United, très très réalistes et très tueuses pour le coup, hein. Oui, oui, bah, bien sûr. De toute façon, on voit que pour Arteta, le bât blesse, à ce niveau, en tout cas face à une grosse opposition, mais une grosse opposition qui joue en compte, même pour les plus petites où Arsenal, sera forcément aussi favori, mais les plus petites joueront en compte également. United n'a pas encore, même s'il y a eu un gros recrutement, mais n'a pas encore les joueurs, on va dire, au milieu pour voilà, essayer de dominer et jouer à la Ten Hag. Donc c'est pour ça que United jouait dans ce style-là aussi.
Mais bien sûr que là, oui, Arsenal devrait être ouais, beaucoup plus tueur. J'ai été, on va dire que j'ai été un peu déçu parfois par la rencontre de Martinelli. Alors certes, quand il a marqué, oui, c'est très bien. Et puis pour moi, je croyais que le but allait être aussi accordé. Mais en fait, après, j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu plus perdu. Et puis Saka aussi par moment. Alors certes, Saka a égalisé. D'ailleurs, c'était son premier but pour Arsenal depuis en fait le match retour l'année dernière où il y avait eu le 3-1. Il n'avait pas marqué. Il n'avait pas marqué depuis en match officiel. Mais voilà, après, s'il y en a bien un à qui on ne pourra strictement rien reprocher, en tout cas devant, c'est Gabriel Jesus qui a été vraiment absolument mais étincelant encore une fois. Alors en fait, je ne sais pas trop s'il pourra, on va dire, atteindre la barre des 20-25 buts dans le sens où en fait, c'est tellement qu'il est partout dans le jeu, bah, il ne sera pas non plus tout le temps dans la surface, etc. Mais il a été un cauchemar, on va dire, surtout pour Varane, pour parfois McTominay qui était dessus. D'ailleurs, McTominay qui lui a fait une très belle prise de judo. Mais même aussi pour les autres de l'arrière-garde mancunienne. Donc pour lui, voilà, on sait très bien que tout va passer par lui aussi au niveau de l'attaque d'Arsenal, en même encore face à un gros. Mais bien sûr que on va dire que l'efficacité offensive, pardon, a complètement pêché pour les Gunners. C'est même au niveau même des très grosses occasions, puisque Arsenal a eu énormément le ballon, était très proche, on va dire, de la surface, a eu des nombres de touches, on va dire, de touches de balle dans la surface adverse aussi qui étaient colossaux aussi. Mais finalement, quand on regarde, il n'y a pas eu non plus d'aussi occasions franches que cela. Donc là aussi, ça peut aussi être impactant. Mais bien sûr que oui, là, il y aura forcément, et j'espère j'imagine que oui, qu'Arteta a placé les bons mots aussi à la fin du match pour remobiliser les troupes et que forcément cette semaine, avec le revisionnage, on va dire, du match, il y aura, et puis ce qui va se passer aussi à l'entraînement, il y aura aussi beaucoup plus d'efficacité, on va dire, offensive, parce que c'est là où Arsenal a complètement pêché, hein. Pendant que tu parlais de Geoff, on a perdu Richard. Ah, mince. La caméra, j'ai vu la caméra s'éteindre et il n'est plus sur le Discord. On sait qu'il avait des petits problèmes d'internet en ce moment, donc on va espérer qu'il va nous revenir assez rapidement. Sinon, on fera l'émission tous les trois. C'est pas très grave. On va espérer que ce problème d'internet ne soit pas trop grave. Je vois que dans le chat, Corentin qui a fait les notes prend cher. Tout le monde lui dit que c'était pas les bonnes notes. Expliquez-vous avec Corentin pour les notes. On verra. C'est vrai que c'est des notes toujours qu'on fait à chaud. C'est toujours difficile. C'est un exercice difficile, les notes, quand c'est à chaud. Voilà, peu importe ce que vous en pensez, c'est un exercice toujours très difficile. Donc voilà. Ouais, Mais même en sur tout cas, la prestation aussi globale d'un joueur, on va dire qu'il a été absolument énorme. Et puis finalement, bon, oui, il a été bon, mais il a quand même raté pas mal de choses. C'est pour ça que c'est toujours important. Bon, après, il faut avoir le temps aussi de regarder le match une deuxième fois ou au moins un très très large résumé pour se faire, on va dire, une nouvelle opinion. Parce que c'est vrai ouais. que les notes à chaud, et c'est pour ça qu'on est parfois quasi jamais d'accord avec les notes, au moins de l'équipe, pour celles qu'on connaît vraiment, tu vois, parce que c'est toujours envoyé à chaud et c'est très complexe, quoi. C'est un exercice très difficile en effet. Et c'est vrai que pour le coup, j'aurais bien aimé avoir eu le temps de regarder une deuxième fois ce match parce que je pense que j'aurais pas du tout eu la même impression qu'à chaud dans l'ambiance du match. Avec cet esprit de frustration parce que Ulysse, pour moi, juste en ayant regardé le résumé une deuxième fois, les buts qu'on prend, c'est quand même des grossières erreurs défensives. Ouais, clairement, clairement. Déjà, premier point, ouais, pour défendre Corentin. Moi qui fais les notes aussi, on le fait la plupart tous chez AFC, mais c'est assez difficile, hein. On se rend pas compte, mais quand on regarde un match, on a tout le temps tendance à souvenir d'une action, d'un joueur, et du coup, on a tendance à soit sublimer, soit baisser sa note. Donc, c'est pas évident. Donc, n'hésitez pas à argumenter, mais voilà, sachez que c'est pas évident. Et oui, oui, bah, des erreurs défensives. En fait, j'ai envie de dire, c'est beaucoup de naïveté sur les buts et notamment sur les deux buts de Rashford. Enfin, on se demande comment on arrive à ces actions-là quand on regarde le match. C'est-à-dire qu'on domine, on a la possession de balle, on est dans le camp de United, on pense que tout va bien, on perd un ballon un peu
sans crier gare. Et d'un coup, on se retrouve avec Rashford en face à face devant Ramsdale. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Si on coupe la télé, on se demande ce qui s'est passé, ne serait-ce que quelques secondes. Bon, déjà, il faut souligner les très belles passes que puisse faire. Je crois que c'est sur le deuxième ou troisième but, je sais plus qui, si c'est Bruno Fernandes Ouais. qui fait une très belle Oui, passe. c'est ça, ouais. Mais Voilà, toutes les actions United sont 2-3 passes, mais sont c'est ça. magnifiques. Hein. C'est Enfin, il y a pas de. Dévastatrice, ouais, avec Eriksen aussi un peu en avant-dernière passe aussi qui ouais, casse. Hormis c'est pour le ça, troisième, bien sûr, puisqu'il a la passe décisive, mais surtout c'est pour ça. pour le premier aussi, ça fait très très mal, quoi. Ouais, Mais en fait, la passe laser qu'il fait sur. Pardon, Ulysse, la ouais, passe laser qu'il fait sur Fernandez, il casse toute la ligne en fait, et c'est ça qui amène le but. Hein. mais en fait, je pense que ça vient aussi peut-être soit de la déconcentration un peu, parce que quand on est dans ce style de match, la défense se voit peut-être un peu tranquille, euh, surtout sur des phases de possession. Peut-être que ça vient un peu de naïveté. En fait, j'ai l'impression qu'on était un peu entre le piège du hors-jeu. On essaye de garder un bloc assez compact et de se dire, bon, Rashford, depuis le début de saison, c'est pas trop ça, il a un peu de mal. On va l'avoir sur le hors-jeu. Mais en même temps, on n'était pas super bien aligné quand on voit sur les ralentis. Ou alors, il faut bien couvrir le joueur et bien le garder, faire attention à ça. Mais c'est vrai qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut faire attention parce que sur des attaques avec des joueurs rapides comme Rashford, on peut se faire avoir assez rapidement. Bon, tout le monde n'a pas des milieux qui feront des passes comme ça aussi précises, mais c'est un point auquel il faut faire attention. Ouais, je regardais un peu les commentaires. Sur le premier but, beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup de monde dire que c'était de la faute un peu de Zinchenko, mais Zinchenko, il est un peu obligé de resserrer au milieu. En fait, il laisse Anthony tout seul, certes, mais enfin, dans tous les cas, l'action, elle s'est faite avant. En fait, c'est aussi Gabriel qui se plante, mais l'action, elle est faite avant Et, Tiens. et justement, on va en parler par rapport à Sambi Loganga. J'ai l'impression que s'il y avait peut-être une responsabilité, je ne veux pas dire que ce sera forcément lui à 100%, mais il y a une grosse part quand même où en fait on voit qu'il avait décroché de son poste et il avait voulu serrer en fait Eriksen, mais il l'a serré mais sans suffisamment le serrer, ce qui laissait en fait largement quand même le temps à Eriksen en fait d'avoir le coup d'œil et de faire cette passe laser à Fernandez qui après en fait était beaucoup plus libre, etc. Bon après peut-être qu'on reviendra quand on attaquera le chapitre Sambi Lokonga bien sûr. Mais en Ouais. tout cas, pour le premier but, j'avais plus l'impression que c'était, voilà, je vais pas trop dire 100% de sa faute, puisque c'est pas vrai, et voilà. Mais voilà, qu'il y avait quand même une part importante de responsabilité aussi par rapport à son placement. Justement, tu parlais de Lokonga, ce sera le deuxième. On va dire, on fera un focus sur lui, pas que sur sa performance contre Manchester United, mais plutôt sur ce qu'on attend de lui et sur ses performances ces 2 derniers matchs. Ulysse, je voulais parler aussi de peut-être un peu d'Arteta. En y repensant après le match, je me suis dit en fait, on était en train de dominer, certes. On se prend un deuxième but par Rashford, mais Arteta nous sort 3 changements à la Mm. 70e, ce qu'il ne fait absolument jamais. Et d'ailleurs, on lui a reproché depuis le début de la saison, quand on était quand on avait des matchs, on va dire, à notre portée et qu'on n'était pas mené parce qu'on voulait voir les autres joueurs un peu avoir du temps de jeu. Et là, il nous sort 3 changements, avec un changement tactique également, ce qui a complètement, on va dire, enfin, j'ai l'impression que ça nous a totalement déboussolé. Je sais pas ce que toi tu en penses de ce changement tactique et de ces 3 remplacements à la 70e en fait, alors qu'on était vraiment en train de dominer le match. Après, pour le coup, ça m'a pas choqué. Enfin, tant choqué. En tout cas, quand j'ai vu les changements, je me suis dit, bon, par rapport à d'habitude, il se lance, il voit qu'on domine, mais que l'équipe a besoin peut-être un petit plus. Quand j'ai vu Nketiah, par exemple, ça m'a fait plutôt plaisir parce que c'est le type de joueur, il rentre, on sait qu'il est mort de faim, qu'il va tout donner, il peut faire la différence. On l'a vu plein de fois. Donc, ça m'a pas fait tilter tant que ça. C'est peut-être le fait de faire 3 changements comme ça d'un coup et de perturber un peu le système. Je pense que pour les joueurs, c'était peut-être pas une bonne idée parce que même si on n'était pas forcément devant au score, on dominait et il manquait ce petit plus. Et je pense que ce petit plus, ça vient pas d'un changement de système, ça vient d'un joueur comme Nketiah ou peut-être Smith Rowe. Enfin,
ou peu importe. Et même de faire rentrer Fabio Vieira à ce moment-là, c'est pas cadeau. Il a pas joué une seule minute avec nous depuis le début. Pour lui, c'est pas cadeau. Et puis c'était sûr qu'il allait pas réussir à faire une différence folle. Donc, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que je suis content d'avoir vu qu'il a réagi parce que, à mon avis, il fallait ce supplément d'âme. Mais le fait de changer un peu de système et en plus de trois joueurs comme ça change quand même toute la physionomie de l'équipe. Donc, j'ai pas trouvé ça non plus super juste. Mais voilà, au moins il y a une réaction et je trouvais ça plutôt intéressant. Par rapport à ça, si je puis me permettre, en fait, j'ai justement, en fait, l'impression qu'il a réagi, mais qu'il a limite un peu trop enfin, qu'il a surréagi, en fait, par rapport à ça et les 3 changements, en fait, bah, j'ai pas du tout alors qu'il en fasse bien sûr un, aller voir deux, mais les trois comme ça, et puis oui, tu en as parlé pour Fabio Vieira, qui a l'air d'être un magnifique joueur. D'ailleurs, son entrée, j'ai pas trouvé qu'elle était voilà, si nulle que ça. J'ai trouvé, on l'a quand même assez vu, mais bien sûr, évidemment, comme tu l'as dit, pas du tout un cadeau. Mais j'ai pas compris en fait cette surréaction de la part d'Arteta, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, Saka égalise à la 60e, Rashford met le deuxième à la 65e. Mais voilà, il restait à peu près 25 minutes, 30 minutes avec le bout du temps additionnel pour réagir, alors qu'Arsenal, aussi dans ce système-là et dans cette configuration-là, voilà, maîtrisait complètement les débats. Donc je trouvais qu'il y avait quand même encore pas mal, on va dire, d'espace dans le temps pour réagir. Et d'ailleurs, il a fait ce triple changement une minute après, Rashford met le troisième but. Ouais, qui réagissent bien sûr, et puis c'est ce qu'on attend évidemment d'un manager bah, de faire les bons changements ou le bon changement de joueur ou le bon changement de système aussi pour essayer d'inverser la tendance. Mais voilà, qu'il en mette trois comme ça pour un petit peu vraiment complètement, bah, là en gros pour le coup, en fait, bousculer un petit peu ce qui pouvait rester, on va dire, de ce match après le 2-1. Voilà, j'ai pas non plus trop saisi aussi ça. Et pour moi, c'est ce qui a un petit peu tué Arsenal pour revenir, on va dire, au score et dans ce match. On va avancer dans les sujets qu'on a traités, puisque je vois qu'on est déjà quasiment à une demi-heure d'émission. Passons à Sambi Lokonga. Tu l'as un peu abordé, Geoff, tout à l'heure. Ulysse, sur les deux matchs que tu as vus de lui cette saison, qu'est-ce que tu en penses? Et avec les blessures, est-ce que pour toi, il a les épaules pour assurer ce rôle de milieu de terrain défensif à la place de Thomas Partey, qui est tout le temps blessé, lui, par contre? C'est choisir entre un jeune espoir et un blessé, c'est pas évident. Non, alors les épaules pour ce poste, oui. Pour remplacer Partey, non. Parce que Partey, c'est Partey, et c'est un joueur plus complet, plus évolué, pas le même âge, et puis pas la même expérience. Et puis c'est un joueur supérieur, hein, tout simplement. À mon avis, il faut prendre le Konga pour ce que c'est. C'est un jeune qui a beaucoup de potentiel. Euh, faut savoir qu'à son âge, des jeunes qui font ça en première ligue, c'est à son poste à lui, numéro 6 comme ça devant la défense, c'est pas évident, il y en a peu qui peuvent le faire. Mais forcément, sa jeunesse, elle va avec certains défauts, de l'inexpérience. Des fois, oui, il y a un manque de présence défensif, quelques erreurs sur des passes, sur des dribbles. Donc évidemment, moi, j'aurais préféré qu'il y ait peut-être un autre milieu qui vienne pendant le mercato pour un peu appuyer ça et puis pour combler ce manque d'expérience. Mais alors, Lokonga, je trouve qu'offensivement, il est intéressant. Il fait des passes assez justes. Il va vers l'avant quand il le sent, quand il le faut. Peut-être qu'il pourrait avoir un peu plus de mordant, mais après, on ne peut pas lui en vouloir. Moi, je trouve qu'offensivement, il est assez juste et qui participe bien au jeu. C'est peut-être défensivement, je trouve qu'il manque un peu de présence défensive et physique. Comme on l'a dit précédemment, sur des buts, il faudrait qu'il soit. Et c'est ce que Partey sait bien faire, c'est mettre une jambe par-ci, mettre l'autre jambe par là, et puis un peu titiller les joueurs pour leur empêcher de faire la bonne passe, pour pas qu'ils soient trop libres. Je pense que contre United, ça aurait été bien que justement on gêne un peu plus pour qu'il n'y ait pas des passes aussi faciles à faire dans la profondeur.
Donc c'est ça qui lui manque un peu. Je pense que même si défensivement, des fois, il fait des bonnes interventions, il faudrait qu'il ait cette assise-là devant sa défense et qu'il fasse vraiment la différence et que ça soit vraiment comme devant sa défense, que ça soit comme une sentinelle devant sa défense qui laisse personne passer. Après, voilà, il est encore jeune, il faut qu'il prenne son rythme, hein. Ça fait que 2 matchs qu'il est titulaire et il avait joué en début de saison dernière, mais après, au fur et à mesure de l'année, il n'avait pas beaucoup joué. Donc faut lui laisser peut-être un peu le temps. Et là, en plus, c'est pas cadeau. Il fait un premier match contre Aston Villa, ça se passe plutôt bien, mais là, c'est Manchester United, c'est un step au-dessus. Donc, comme Fabio Vieira, même si c'est pas le même contexte, c'est pas non plus un cadeau pour un jeune joueur comme ça. Euh, donc voilà, il faut le prendre pour qui il est. Je pense qu'offensivement, il y a des bons trucs. Défensivement, il faut s'améliorer. Mais je pense qu'il peut faire l'affaire pendant un certain temps. Geoff, ton analyse sur. Sur, Je- sur, sur non, mais Sandy. je vois des inside jokes à mon encontre sur le chat et ça me fait rire. Bref, ça m'a déconcentré. Non, ouais, ton analyse sur t'as déjà un peu commencé à en parler tout à l'heure. Et justement, moi, quand j'ai regardé le replay, enfin le résumé du match, en fait, je me suis posé la même question que toi. Sur deux des trois buts, je crois, je me suis dit, mais il est où Sambi? Et en fait, est-ce que c'est ça aussi qu'il doit apprendre? Et on sait que, je voyais autre commentaire dans le chat, est-ce que c'est ça aussi qu'il doit apprendre? C'est apprendre à défendre et apprendre à ne pas se faire aspirer, comme tu l'as dit, par Eriksen notamment, à ne pas être mis hors de position et donc laisser le milieu de terrain, on va dire, libre et ouvert pour des attaques adverses. Oui, bah, bien sûr. Bah, de toute façon, quand on regarde évidemment les buts et puis les ralentis et les placements, on va dire, des 22 acteurs et surtout bah, ceux dans leur zone ou qui devaient être dans leur zone, il a complètement fait preuve, on va dire, de naïveté sur deux des trois buts. Après, c'est vrai, et je rejoins aussi le fait que oui, c'est quelqu'un qui a des qualités évidentes. On l'a vu d'ailleurs face à Aston Villa. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand j'ai regardé un petit peu, j'aime bien savoir aussi les avis, on va dire, tu sais, de fanbase sur un certain joueur. Après le match face à Aston Villa, il y avait beaucoup de supporters d'Arsenal, en tout cas sur Twitter. Que voilà, il a fait un énorme match, que oui, il peut très bien, on va dire, combler ce vide, etc., par rapport aux blessures de Partey, El Neni aussi, quand l'Égyptien aussi est blessé, etc. Et finalement, en fait, après le match face à United, où c'est vrai qu'il était aussi en partie responsable, mais il n'y a pas que lui, sur deux des trois buts, ah bah là, je voyais des avis complètement à l'inverse. Oui, c'est à cause de lui qu'on a perdu. Il n'a pas les épaules, etc. Alors, je sais très bien que c'est des réactions à chaud et c'est vrai que la défaite a été frustrante, etc. Mais voilà, c'est un jeune qui doit aussi apprendre. Il refera des erreurs. En plus, là, c'était un contre un manque du Big Six à l'extérieur à Old Trafford, où quand même, historiquement, c'est toujours compliqué pour Arsenal. Je pense que s'il y avait eu Arsenal-Manchester United à l'Emirates et qu'il avait été titulaire avec l'appui du public, je pense qu'il nous aurait sorti quand même une autre prestation. Parce que c'est comme pour ces joueurs-là aussi, voilà, c'est aussi très important, l'appui du public. Quels Oui, sont il a ces, quitté. quels sont ces justement, on parle d'un potentiel, quelles sont pour toi ses qualités justement? Alors certes, il doit apprendre à défendre comme on est en train de le dire, il doit apprendre c'est compliqué, hein, même Rodri, voilà, il a eu à le faire avec Guardiola quand il est arrivé. Mais voilà, quelles sont pour toi justement ses qualités et est-ce qu'il est utilisé à son poste, à son meilleur poste, on va dire? Bah là, avec les blessures où il doit un petit peu combler, on va dire, les trous, je ne pense pas. Je le vois beaucoup plus comme un 8 que comme un 6. Bon, c'est vrai qu'il y avait Chaka un petit peu à côté de lui, mais je sais pas non plus que Chaka lui avait été aussi d'une très grande aide pour lui. Je pense que c'est plus le rôle du 8 aussi. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de coffres, et on l'a vu aussi lors des matchs précédents quand il avait été titulaire. Que ça soit même en coupe, hein. Et je pense que c'est quand même sur le côté physique, je le trouve quand même très très présent. Même aussi, par exemple, face à Aston Villa, j'ai trouvé aussi très présent pour couper les lignes de passe adverses. En fait, ce qui est très drôle, c'est que tout le travail qu'il avait très bien fait
face à Aston Villa, j'ai un petit peu il avait un petit peu complètement délaissé face à Manchester United. Bon, évidemment, autre opposition, on l'a dit à plusieurs reprises. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai l'impression qu'il est là, qu'il est présent physiquement, etc. Balle au pied, je le trouve pas non plus inintéressant. C'est vrai que par contre, hier, il n'y a pas non plus énormément de ballons qui sont passés par lui. Donc c'est un milieu de terrain. J'ai noté la stat, il y a quand même 48 ballons qui sont passés par lui jusqu'à sa sortie. Donc en 75 minutes de jeu à peu près, je trouve pas ça si énorme. Par exemple, si on compare avec un Thomas Partey, ça aurait été quasi le double. Et puis de toute façon, Thomas Partey aurait normalement fini la rencontre. Donc, mais je le trouve quand même assez intéressant au niveau de l'utilisation de ballon. Alors je trouve pas, j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui va prendre non plus énormément de risques. Mais après, peut-être que les risques, il peut peut-être s'y les prendre, s'il accumule du temps de jeu, s'il accumule de l'expérience. C'est quand même aussi très compliqué pour ce genre de joueur, voilà, de faire une énorme prestation face à un adversaire 3 jours avant et de voilà, un petit peu se planter aussi, on va dire 3 jours après, dans le sens où oui, en fait, l'accumulation des matchs et des minutes vont faire que ça va devenir, on va dire, un joueur beaucoup plus complet, etc. Là, c'est très complexe dans le Oui. sens où, bon, là, normalement, il aura pas mal de minutes avec les blessures. Mais là, voilà, on est au début un petit peu d'une longue période où normalement, il devrait être titulaire. Donc j'imagine qu'on va dire d'ici peut-être 1 mois, 2 mois, même avant la Coupe du Monde, ça ira beaucoup mieux. Mais voilà, il n'y aura que l'enchaînement en fait des matchs qui peaufineront, on va dire, et qui corrigeront, on va dire, sa naïveté, notamment face à des grosses oppositions. Mais voilà, je trouve que c'est un garçon qui a du coffre, des qualités évidentes dans l'utilisation du ballon. Il faut qu'il prenne un petit peu plus de risques, etc. Évidemment, corriger les erreurs de placement qu'on a vues hier. Mais je trouve que c'est une option sur laquelle Arteta peut quand même s'appuyer et surtout bien à développer parce que c'est très complexe depuis la saison dernière où voilà, il n'enchaîne pas. Donc forcément, pour un jeune avec énormément de potentiel, très, très complexe, on va dire, d'enchaîner les bonnes performances, on va dire week in, week out, comme disaient les Anglais. Ouais, justement, Anzai qui le dit dans le chat, faut pas oublier l'aspect physique, rythme de PL, 2 matchs en 3 jours avec 0 minutes avant. Pas facile pour lui, mais c'est vrai que bon, vous avez tous les deux très bien analysé. On va finir par Richard, que je crois on a retrouvé sur le Discord. Oui. Nous entends-tu? Oui, c'est bon. Oui, je suis de retour. Des petits soucis d'internet, Richard. Oui, effectivement. Qu'est-ce que on était sur Sambi, on va finir par ton analyse de Sambi. Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu en attends de Sambi? Est-ce qu'il a les épaules finalement pour devenir un très grand joueur, en tout cas un grand joueur dans ce milieu de terrain d'Arsenal? Alors les épaules, pour l'instant non, mais l'envie, je pense qu'il l'a. Et faut pas oublier, moi je trouve les gens ont été durs. Alors oui, après le match, on est tous énervés et tout, mais je trouve que les gens ont vraiment été durs avec lui parce que c'est un jeune quand même qui vient d'arriver, qui a sa 2e sélection de la saison. Il nous a fait un très beau match il y a 3 jours, donc je pense que pour lui c'était compliqué de garder la forme qu'il avait. Il y a eu la pression, il y a eu tout qui a joué, et je pense que face à une équipe comme Man United, il n'a pas été bien placé. Je pense que ses placements étaient un peu incertains. Il y a des choses qui sont à revoir, mais moi la chose que je vois chez lui, c'est l'envie. Alors il prend pas de risques pour l'instant, ça c'est sûr. Il fait pas de choses. Voilà, il fait pas de choses un peu folles, mais il le fait proprement quand même. Moi, je suis assez content de lui, même s'il a pas fait un grand match, un match de fou. Moi, j'aime bien sa fougue, la jeunesse qu'il a, et je pense qu'il peut s'installer dans le milieu. Ça va être dur, il va falloir travailler énormément, mais comme on a vu dans la série, il a parlé un peu avec Nketiah, et j'espère qu'il a pris un peu de ce que Nketiah lui a dit. Et voilà, de répondre présent au prochain match. Des mauvais matchs, on en fait tous. Enfin, pas moi, mais tout le monde fait des mauvais matchs. Je pense que le plus important, c'est de remonter à cheval et de faire le prochain match comme il a fait contre Aston Villa. Maintenant, je pense que c'est le prochain match vraiment qui va nous dire sa mentalité, son état d'esprit et même physiquement comment il se sent. Parce que je pense que quand t'as pas de rythme, taper 2 gros matchs comme ça, je pense que ça peut un peu bousculer. Donc à voir. Mais moi, je suis content de lui et je suis même surpris de ses performances, honnêtement. Et on va voir justement ça dans les prochains matchs. Par rapport au calendrier, Arsenal joue Zurich en Europa League, début de l'Europa League jeudi. Donc déjà, je pense qu'à mon avis, il y aura des
du turnover dans le 11 de départ. On risque de voir notamment peut-être Fabio Vieira titulaire. En tout cas, je pense que certains joueurs vont souffler, peut-être Saka également. Je voyais que dans le chat, on disait que Saka était moins performant. Ce sera un débat dans une autre émission. On fera un focus sur le début de saison de Bukayo Saka. Mais voilà, donc le Zurich mercredi, Everton dimanche. Everton très compliqué aussi à jouer. C'est pas si facile que ça malgré leur début de saison. Ils perdent pas. C'est pas en fait tous les matchs depuis le début de la saison sont des matchs pièges. Donc pour l'instant on a 5 victoires et une défaite. Va falloir rebondir contre Everton. On joue le PSV jeudi d'après. Match pour la première place de la poule, on espère en tout cas. Enfin voilà, débuter, je pense que ce sera le PSV qui pourra nous jouer la première place de ce groupe. Et puis Brentford le week-end prochain. Enfin en tout cas pas ce week-end là, mais voilà le week-end d'après. Donc voilà, que des matchs encore pièges. Brentford c'est pareil, c'est très compliqué à jouer. Et Ivan Toney est en feu. Donc voilà, Il est bien triplé. il y a pas de match, facile. En première ligue. On va juste revenir pendant 5 minutes sur. Je vois que ça s'anime dans le chat par rapport à la VAR. On va juste revenir pendant 5 minutes avant de passer à Bellerin et notamment au départ un peu Balogun et Ainsley Maitland-Niles notamment. La VAR. Je vais commencer par toi, Geoff. On parlera pas du match, c'est fait, mais il y a eu pas mal de situations compliquées ce week-end. Très controversé le match Manchester United-Arsenal aussi. Mais c'est quoi le problème avec la VAR? Et c'est depuis que ça a été instauré en fait. C'est quoi le problème et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est un petit peu la question à $1 million que c'est très très compliqué à répondre. Non, l'instrument en tant que tel, normalement, je pense qu'on devait normalement passer aussi, même si j'aime beaucoup aussi le côté humain aussi de l'arbitrage, mais je pense qu'au bout d'un moment, on devait forcément aller à un outil qui permettait normalement de corriger, on va dire, certaines erreurs. Donc là, surtout 3 qui sont utilisés par rapport à la VAR, mais c'est surtout la manière dont elle est utilisée et surtout la cohérence en fait d'une action à un autre. Et je pense aussi que on va dire que la pression et où elle est utilisée aussi joue beaucoup aussi. Par exemple, quasi sûr que si la même action à West Ham, enfin lors du match Chelsea-West Ham, si c'était la même action et si cette action était à West Ham, je pense que elle aurait été accordée, que si elle était, enfin là du coup c'était à Chelsea et que voilà que Mendy a très bien joué le coup d'ailleurs en simulant une blessure pour pouvoir essayer un petit peu de dévier, on va dire, les décisions définitives. Mais pourtant il y a pas mal aussi de choses qui sont faites aussi, surtout à partir de cette saison, c'est-à-dire qu'à partir de cette saison, voilà, les principaux, on va dire, incidents de chaque match de Première Ligue en fait, vont être examinés chaque semaine en fait, dans le cadre d'une réunion en fait, d'un espèce de panel indépendant qui a été formé. Ça a commencé, enfin oui, voilà, dès cette saison, dès la première journée, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, c'est un panel qui est composé d'un représentant de la PGMOL, donc c'est l'organisme, l'instance qui régit, on va dire, l'arbitrage en Angleterre, un représentant de la Première Ligue et aussi de 3 anciens joueurs. Et en fait, les résultats sont communiqués et partagés avec les clubs, évidemment, pour plus de transparence. Alors, bien sûr, voilà, ça va être. Il n'y a pas encore eu la réunion, on va dire, cette semaine, mais quand ça va être transmis, notamment pour David Moyes et puis pour Eddie Howe, pour dire pourquoi le but pour West Ham et puis pour Newcastle ont été refusés. Je suis sûr qu'ils vont faire des bons, parce que voilà, ils vont pas du tout partager, on va dire, le sentiment de clarté que le panel va communiquer. Donc voilà, il y a ça aussi qui a été mis en place, mais je pense pas que ça va être suffisant parce qu'il n'y a pas du tout de il y a pas du tout de cohérence, il y a pas, enfin, d'une semaine à une autre. Je pense que de ce que je vois, et en fait à chaque match il y a sa polémique, que ce soit pour n'importe quel club. Voilà, on va pas rentrer dans ce débat là. Parce que chaque supporter de chaque club va se sentir ciblé, et on va dire que voilà. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est surtout apporter de la cohérence. Par exemple, on va prendre les 2 matchs de dimanche. Il y a ce but refusé de Martinelli.
après une faute d'Odegaard sur Eriksen. Et dans le match juste avant, il y a la même situation entre Tielemans et je sais plus qui de Brighton, et le but est accordé. Est-ce que finalement, merci. Est-ce que finalement c'est cette cohérence que demandent la plupart des supporters Ulysse? Bah oui, parce que je pense que, enfin, là, on parle d'Arsenal, c'est notre cas, donc on est frustré parce qu'on a eu des décisions à notre désavantage. Mais évidemment, il y a d'autres clubs contre nous, en plus, qui ont dû rager sur des décisions. Et, euh, et donc, voilà, c'est pour tout le monde. En fait, on demande un peu de la cohérence parce qu'on a l'impression que des fois, certaines situations, certains clubs sont favorisés. Mais après, il faut rappeler que, bah oui, on pensait que la VAR allait résoudre plein de choses, mais la VAR, c'est un outil. Et un outil, bah, si on l'utilise mal, enfin, on l'utilise pas bien, ça marche pas bien. C'est comme si moi, je prends une pelle, mais je l'utilise à l'envers, je vais rien creuser du tout. Donc oui, là, la VAR, Magnifique les celle-là. non, mais en fait, les arbitres font des erreurs et ils sont humains. Donc, même avec la VAR, en voyant le ralenti, bah oui, on fait des erreurs. C'est juste que c'était censé limiter ce genre d'erreur et qu'on n'a pas l'impression que ça limite, on a l'impression que ça augmente la frustration. Et donc c'est dur en tant que fan. Pour prendre le cas d'Arsenal, parce que forcément, c'est ceux que je regarde le plus. Quand on voit le match contre Aston Villa, quand Saka il, il se prend une faute dans la surface, on l'envoie voler à 3 mètres. Et là, la faute qu'il peut y avoir, et qu'il n'y avait pas faute à Aston Villa, là, il y a eu faute pour Martin Odegaard. On se demande où est la cohérence. Mais bon, c'est deux arbitres différents, donc il y a toujours moyen de débattre avec les arbitres, de débattre avec la fédération. Mais c'est vrai que c'est frustrant, et quand on est supporter, on aimerait qu'il y ait quelque chose de juste et d'égal pour tous, même si c'est difficile. Richard, pour finir sur ce point-là, est-ce que la solution pour toi, c'est que les arbitres puissent... on sait que la fédération anglaise protège ses arbitres beaucoup trop. Enfin, en tout cas, voilà, il y a pas de... Ils rendent pas de compte. Est-ce que la solution, c'est que les arbitres puissent être sanctionnés aussi quand ils font de trop grosses erreurs et puissent être, on va dire, qu'on puisse avoir enfin les micros pour comprendre les décisions, enfin le processus qui amène certaines décisions. Il y a certaines choses à améliorer pour, on va dire, que la question de l'arbitrage soit moins une question, on va dire, en tension, enfin qu'il y ait moins de tension autour de cette question de l'arbitrage. Si Richard est là. Geoff, je vais me tourner vers toi puisque Richard. Attends, désolé, ça a coupé. Je voulais juste parler de la VAR vite fait. Pour moi, le gros problème de la VAR, c'est que tu vois pas les actions dans, je veux dire, la vitesse de l'action. La faute que Odegaard fait à vitesse réelle, il la siffle pas, il est joué, et après, du coup, il y a but, et ils reviennent sur l'action, ils la mettent tout le temps ralenti, et là, au ralenti, je trouve ça enlève le côté du football, en fait. Parce que une action au ralenti, c'est pas la même qu'une action à vitesse réelle. Et en gros, ils ont sifflé faute. Alors, il y a faute, ils ont sifflé faute parce qu'ils ont vu qu'au ralenti, le pied était mis comme ça. Mais dans l'action du football, tu vas pas mettre des ralentis à chaque fois, en fait. Et le problème, c'est quand on voit avec Brighton, ça passe. Nous, ça passe pas. C'est énervant. C'est le football. Et la VAR peut être bien utilisée, mais dans des cas comme ça, pour moi, la VAR gâche un peu le football. Voilà, Et puis c'était mon mot sur la VAR. non, et puis en plus, surtout que oui, il y a eu les incidents donc à West Ham et à Newcastle, mais il y en a eu même d'autres dans des rencontres, voilà, où on va dire les yeux sont moins dessus. Il y a Leeds qui a pas eu Oui. son penalty, alors qu'il y avait quand même grosse faute de Aaron Hickey sur Christian Somerville aussi. Et surtout aussi un autre scandale, c'est que le but normalement de Philippe Coutinho contre Manchester City Oui, a été. Ah oui, alors que là, en fait, là, c'est même pas. Là, en fait, il y a rien qui a été. c'est une erreur de processus, ouais. Ah, complètement, exactement, puisque normalement, on doit attendre la fin de l'action pour après juger, ou normalement, après l'arbitre, même si pour lui, il y avait hors-jeu, il doit lever son drapeau, et après, s'il y a doute, là, évidemment, la VAR intervient, etc. Alors que là, l'action n'était pas du tout finie, il lève son drapeau, donc bien sûr, l'arbitre central va siffler.
alors qu'en fait, finalement, c'est pas du tout le processus. C'est un processus qui est mis en place depuis 2 ans où en fait, voilà, il y a l'action se termine, l'arbitre assistant lève son drapeau et puis après, voilà, on juge si le but doit être accordé ou pas et quand on regarde finalement au ralenti et même limite à vitesse réelle, on voit qu'il est un demi-mètre complètement en jeu et là, oui, là, faut Ouais. enfin, je comprenais complètement que les fans de Villa, enfin, les fans de Villa, évidemment, pas ceux dans le stade, puisqu'ils ont pas forcément ils avaient pas forcément le réflexe et puis le ralenti pour ça, mais ceux chez eux ou même les fans de Football Net, puisque là, franchement, ça a été complètement à leur encontre et parmi tous ces Ah scandales-là, ben, moi j'étais sûr c'est qu'il n'y pas avait pas hors-jeu. possible. Hein. Ah bah, bien J'ai vu sûr. l'arbitre siffler, je me suis dit, mais il était pas hors-jeu, Coutinho. Enfin... Et quand ils ont Ouais, montré ouais le ralenti après, je fais, bah voilà, ah bon, ouais bah voilà. et là, Mais pour finir juste là-dessus, c'est vrai que moi, le match qui me reste pour l'instant pour ce début de saison dans la tête, c'est le Chelsea-Tottenham. Le tirage de cheveux de ouais, Romero sur Cucurella et comment en tant qu'être humain qui aime le foot, tu peux te dire il y a rien, Mike Dean, voilà, tout simplement Mike Dean. ouais, bien Et sûr. voilà, bon, finissons là-dessus. J'avais juste une question du coup sur les solutions. Enfin voilà, est-ce qu'il faut mettre des micros, est-ce que il faut que les arbitres soient sanctionnés, voilà, juste pour finir là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change un peu quand même, que ça devienne meilleur cette situation? C'est compliqué. On est Ouais. un être humain, il ferait toujours des erreurs, je pense. Après, j'avais bien aimé moi l'histoire des micros. En Ligue 1, je sais plus c'est quel match où il y a un arbitre, il avait son micro et comment dire, les audios étaient retransmis et tu vois la relation que l'arbitre a avec les joueurs. Et alors, faut pas le mettre sur des joueurs, enfin sur des arbitres où ils sont pour l'équipe avec laquelle ils arbitrent, mais je pense que ça peut être intéressant, mais ça va créer je ne sais combien de problèmes ensuite quoi. Et chaque chose qu'on va trouver pour améliorer, ça va créer d'autres problèmes. Tu vois, là, la VAR, ça crée toujours des problèmes. Tu te connectes sur Twitter, après un match, tu vois les mêmes images de la VAR pendant je ne sais combien de tweets. Donc, c'est compliqué parce qu'on peut tous faire des erreurs, je pense. Oui, bien sûr et puis, après la solution là en tant que telle, je pense qu'on l'a pas. Après le fait que voilà, qu'à partir de cette saison, il y a un panel qui se réunit pour un petit peu pour réagir et soumettre un petit peu voilà Mais leur vision sur les fautes qui ont été sifflées, pas sifflées, quand la VAR normalement devait être en action. Je pense que c'est un premier pas, mais évidemment c'est absolument pas suffisant. Oui, c'est vrai que les micros peuvent être une solution. Bon après, par exemple, pour la faute d'Odegaard sur Eriksen, ce sera toujours évidemment à interprétation et puis l'arbitre, il peut très bien dire: «Ah bah oui, je me suis trompé, en fait, finalement, il y a faute». Pour les fans d'Arsenal, il y aura toujours enfin, ça sera pas une faute, on va dire, très flagrante pour évidemment pour annuler le but et puis pour les fans de Manchester United, pour eux, oui, si le but devait tenir et qu'il y aurait eu un 0 pour Arsenal, ça aurait été un scandale aussi. Donc là, tu vois, ça posera toujours un problème au Mm. niveau, on va dire, de l'interprétation, bien sûr, mais au moins on aura aussi quand même on va dire, une trace là, du coup, orale de leur, on va dire, de leur conversation avec les joueurs. Après, il ne faut pas oublier que oui, en première ligue, ça c'est un petit peu, on va dire ce qui la différencie par rapport aux autres championnats, c'est que les arbitres en première ligue sont aussi célèbres que les joueurs ou les managers, c'est-à-dire qu'on connaît tous leurs noms, on sait tous, on va dire, leurs caractéristiques, on connaît tous aussi un petit peu leur passé, et forcément un, deux, voire trois matchs en particulier qui nous ont agacés, même quand on voit les programmes de la première ligue, etc. Il y a forcément au milieu d'une interview d'un ancien joueur, d'un ancien entraîneur, aussi un interview d'un arbitre, ou comment aussi se passe l'arbitrage, etc. Et voilà, ça, c'est un petit peu ce qui différencie aussi la première ligue des autres, c'est que voilà, les arbitres, on va dire, sont soumis aussi à un même pied d'égalité au niveau, en tout cas au niveau de la célébrité. Et ça aussi, ça a un gros problème aussi par rapport on va dire, l'équité, j'aime pas trop ce mot-là, mais sur la manière, en fait, sur la cohérence, en fait, par rapport aux décisions. on a pris beaucoup de retard. On va zapper. Oui, pardon. Non, 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 c'est moi aussi qui dois gérer ça. On va zapper le point sur Maitland-Niles et sur Balogun. On en reparlera dans une autre émission, vous inquiétez pas. Ça, surtout que Balogun fait un début de saison canon, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et voilà, en débattre de son avenir à Arsenal, savoir s'il a les épaules lui aussi pour peut-être
devenir titulaire à Arsenal quand il reviendra de prêt, ou en tout cas être dans la rotation un peu comme Eddie Nketiah. On va directement passer à Hector Bellerin. Hector Bellerin qui est donc parti à Barcelone le dernier jour du mercato. Voilà, on voulait juste revenir sur un peu la carrière d'Hector Bellerin à Arsenal. Lui qui a donc été formé au Barça mais qui est revenu très très tôt, très très jeune à Arsenal. On va commencer par voilà, le meilleur souvenir que vous avez d'Hector Bellerin. Je vais commencer par toi, Ulysse. Si tu devais te remémorer, on va dire, un moment d'Hector Bellerin, ce serait lequel? Je te vois te creuser la tête, enfin te gratter la tête. Ce serait quoi? Que je me suis posé la question aussi, et c'est marrant parce que j'ai pas. Alors, il a mis, je sais plus, il a quand même mis une trentaine de buts, je pense, comme ça. Enfin, il a quand même fait des belles actions. Il a Mais c'est vrai que j'ai pas forcément. 9 buts 9 buts. et 28 passes Ah ouais? décisives. Ouais. Ah oui, non, j'ai confondu les buts et passes décisives. Enfin voilà, il a quand même des bonnes actions, hein. Mais j'ai pas forcément d'actions marquantes. Si je me souviens bien, si c'était une percée qu'il avait fait en Ligue des Champions, je crois que c'était contre le Bayern, Oui. là où il transperce 2 ou 3 joueurs. Et il me semble qu'il fait une passe décisive pour Ozil, il me semble. C'est Enfin, ça. voilà. Et ça, ouais, mais en fait, c'est pas forcément, on va dire, qu'une action comme ça qui marque, mais c'est vraiment ces grandes chevauchées qu'il pouvait faire, enfin, la rapidité qu'il avait. Donc, on va dire que je vais garder ce souvenir-là. Richard, ton Alors moment préféré d'Hector Bellerin? moi, c'est déjà son attitude que j'aimais bien chez lui, voilà, sa manière d'être, et moi, c'est son retour de blessure. J'étais tellement heureux de le revoir après sa blessure, comme il a galéré et tout, et de le revoir avec notre maillot, pour moi, ça reste la meilleure image que j'ai de lui chez nous. Parce que je me suis dit, voilà, il a eu rupture des ligaments croisés, mais il est de retour, et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. Et voilà, c'est juste un gars que j'ai vraiment adoré au sein de notre équipe, avec, je pense, une très bonne mentalité. Et voilà, je suis déçu qu'il parte au Barça. J'aurais préféré qu'il parte au Betis. Mais voilà, il retourne là où il a commencé et c'est très bien pour lui. On voit dans le chat, Anzai qui nous dit: je me souviens aussi d'un but, une volée du droit, pleine lucarne opposée. Je crois que c'est contre Chelsea. Et oui, je oui, dis les pas fans de bêtises. d'Arsenal, vous avez oublié ses buts face à Chelsea à 2 reprises en Ouais, plus, hein. c'est 2 ça. C'est reprises. vrai, C'est ça. vrai, Deux reprises. Ouais, ouais, La ouais, volée ouais. du droit, je crois que c'est contre Chelsea. Et il y a son but C'était contre con. Liverpool en 2015. C'est son but du gauche. Je crois que c'est l'un de ses premiers matchs, je Ouais. crois. Et Euh, ouais, ouais, bien sûr. Et Et ton. d'ailleurs, Chelsea. Ouais, vas-y, Non, attends. vas-y. Chelsea qui aura un petit peu, on va dire, marqué sa carrière dans le sens où voilà, cet énorme volet du droit pour l'égalisation à la toute fin du temps additionnel, alors qu'il avait été fautif peu de temps avant sur Hazard et où Hazard avait transformé aussi le penalty. Il y avait un autre but aussi contre Chelsea à Stamford Bridge, donc Du aussi gauche, je pareil, crois, un hein. 2-2. Oui, complètement du gauche où c'était aussi Martinelli qui avait marqué en contre, Ah qui oui, avait le marqué fameux en but de contre aussi. Martinelli, oui. Oui, où il Exactement. mange Kanté. Voilà. Exactement, où il mange Kanté aussi. Et puis contre Chelsea, malheureusement, c'était face à Chelsea où il a fait ses ligaments croisés. Mm. C'était à la mi-janvier, 2019. Donc ouais, un joueur pointe de vitesse assez phénoménal, qui apportait évidemment énormément offensivement. De toute façon, ça s'est vu aussi à ses nombreuses passes décisives, qui avait quand même aussi ses errements, on va dire aussi défensifs, mais qui a été un latéral droit absolument phénoménal, surtout entre 2015 et 2018, ces 3 saisons-là. Il a loupé juste 10 matchs sur 114 en Première Ligue. Et il avait été dans l'équipe type de la Première Ligue en 2015-2016, où Arsenal finissait deuxième. Et au-delà de ça, j'avais aussi le souvenir d'un joueur aussi très, très engagé. Là, c'est un petit peu hors football. Voilà, quelqu'un qui était vegan et qui disait que les footeux devaient avoir une responsabilité autour des problèmes environnementaux. Il avait essayé aussi planter des arbres, 3000 arbres pour chaque victoire d'Arsenal, Ouais. jusqu'à la fin de saison, lors du restart, donc en 2019-2020. Propriétaire de Forest Green, forcément, deuxième propriétaire avec le plus de parts, pardon, de Forest Green, qui est le club qui se dit le plus écolo du monde, et puis ce qui est vrai. Voilà. Et puis il avait critiqué aussi Boris Johnson dans un tweet où il disait fuck Boris aussi pour finir. Donc c'était très très drôle. Et il me semble que récemment il avait aussi critiqué le fait que
la guerre en En Russie, Palestine, en ouais. Ukraine, qu'on en parlait beaucoup, mais qu'on restait silencieux sur les autres conflits mondiaux et qu'on devait beaucoup aussi en parler aussi à la même, on va dire, de manière égale. Donc voilà, c'était aussi C'est- le joueur et la responsabilité hors football aussi qui m'intéressait aussi et que je trouvais très très intéressante aussi pour lui. C'était d'ailleurs une de mes questions. C'était le. Ah pardon, Non, non, excuse-moi. non, c'était l'extra sportif, on va dire, qui resterait aussi d'Hector Bellerin. Je voyais Anza qui nous disait dans le chat, perso, moi, c'est le retour défensif où il sauve le ballon sur la ligne avec un retour à grande vitesse qui avait fait le tour du monde. Je sais plus du tout contre quelle équipe c'est, Non, mais je me je souviens que vois pas. je crois que c'est sa deuxième saison avec Arsenal, et je crois que c'est avec le maillot, vous savez, le maillot un peu doré avec pas les carreaux, mais les Ah bah diamants. en Ouais. 2015-2016 où il a fini dans l'équipe type de la Voilà. Première Ligue. Je sais plus contre qui Pour, c'était ce retour, mais c'est vrai que c'est ça, moi, que je retiendrai d'Hector Bellerin, c'est ça, enfin, comme tu le disais, cette saison-là, et là, c'est la première saison où il a éclos, c'est sa vitesse. Il allait hyper vite, il était hyper explosif, et il nous faisait comme tu l'as dit Ulysse, des chevauchées fantastiques sur son côté droit. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais mis dans le titre Bellerin qu'il avait été détruit par les blessures. C'est vrai qu'en fait, après sa première blessure, je pense que c'est les ligaments croisés dont tu parlais tout à l'heure, bah en fait, il est jamais revenu, quoi. C'est un peu ça le problème, c'est c'était qu'il. contre Swansea qu'il avait sauvé donc Arsenal et c'était sur un but, c'était sur Bafégomi, non c'était sur Ayou qui avait, il me semble que c'était face à Swansea où en fait Ayou en fait tirait dans le but vide. Il avait éliminé Petr Cech et puis il était revenu en catastrophe pour sauver quoi. C'était magnifique. Je revois l'image, mais je me souvenais plus de l'équipe. Mais voilà, c'est ça aussi que vous retenez, les gars, d'Hector Bellerin, c'est que Richard, je vais me tourner vers toi sur ce côté, on va dire, éternel espoir de devenir une légende du club, on le sait, il apprécie le club, c'est un fan du club, voilà, il aime Arsenal, et finalement, il n'aura jamais pu continuer sa carrière au niveau qu'il avait en fait. Bah ouais, malheureusement, je pense que les blessures ont eu raison de lui. Son physique lui a joué des tours. Mais en fait, pour moi, je vois pas de mauvais côté de ce joueur. Moi, je l'imagine toujours avec son grand sourire à revenir en défense ou à courir. Enfin, des fois, on pouvait le voir énervé, mais c'est quelqu'un qui était tellement engagé sur et en dehors du terrain. C'est le seul, des fois, qui osait dire les choses que il va pas faire partie des légendes du club, mais il fait partie du club ou même plus, je pense, c'est pour nous, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir, qu'on a vu évoluer dans le foot. Il Et je sais représente un peu pas, les valeurs d'Arsenal. ouais, c'est ça, enfin, moi honnêtement, enfin voilà, ça m'embête vraiment qu'il soit parti, même s'il jouait plus et qu'il, voilà, il avait plus sa place dans l'équipe, mais je trouve que c'est une personne qui te donnait tellement du positif quand tu le voyais que bah, en fait, ça faisait tout, quoi. C'est Hector Bellerin, c'est notre numéro 2, son grand sourire, enfin, je sais pas, ses cheveux longs, je sais pas, c'est un modèle, quoi. Ulysse, toi aussi, tu vas peut-être retenir. Parce que, alors, j'avais juste une info, c'est vrai qu'il n'a que 27 ans. Bah oui, il est jeune. On a l'impression que ça fait 15 ans qu'on le voit. Il n'a que 27 ans, donc voilà, on espère pour lui que la suite de sa carrière sera meilleure que ces dernières années avec Arsenal, peut-être faire la même saison que l'année dernière au Betis. Mais voilà, qu'est-ce que tu vas retenir de lui? C'est aussi ce côté engagement hors football, euh, le fait qu'il prenne son statut de joueur connu, de sa célébrité, pour faire passer des messages, euh, peu importe, enfin des messages vertueux, on va dire. Ben, ouais, ouais, en fait, c'est marrant parce Arsenal, on a parlé au passé de lui comme si c'était déjà fini sa carrière et C'est que, clair. enfin, mais en fait, c'est parce qu'il est arrivé aussi jeune et qu'on l'a vu éclore et qu'on l'a vu évoluer et que, oui, en fait, je pense qu'il est là depuis longtemps, il y a eu sa blessure et c'est pour ça qu'on parlait de lui au passé, mais aussi parce qu'on le voit plus vieux, parce qu'aussi il est mature. C'est un joueur tellement mature sur le terrain, mais aussi en dehors, qu'on avait cette impression qu'il était plus âgé de son âge et ça faisait super plaisir à voir. Après, je ne vais pas forcément répéter ce que les autres ont dit. Moi,
dernier petit point qu'on n'a pas abordé, c'est le point capillaire. On a quand même eu le droit d'avoir une évolution capillaire de sa part qui était magnifique. Il est passé des cheveux dégradés au rasé, aux longues tresses, puis maintenant à la coupe mulet avec sa petite moustache. Enfin, voilà, je pense que ça caractérise aussi son caractère qui est à la fois Tu rêves d'avoir la extra. même coupe de cheveux que lui. Hein. Ah, je peux dire que je suis jaloux. Je suis jaloux. Donc c'est pour ça que je voulais le souligner absolument. Non, mais c'est vrai que un mot pour finir, Geoff, sur Hector Bellerin. Qu'est-ce que tu vas retenir de lui peut-être et qu'est-ce que tu lui souhaites pour la suite de sa carrière? Parce que finalement, voilà, il a que 27 ans, il part à Barcelone, il part pas non plus au fin fond d'un championnat d'un championnat bis. Voilà, qu'est-ce que tu retiens d'Hector Bellerin? Un petit peu tout ce qu'on a dit déjà au niveau du joueur qui est arrivé, donc du coup, en tout cas qui a commencé donc en 2014, qui s'est un petit peu implanté, on va dire, dans l'équipe, qui avait fait 20-25 matchs cette saison-là avant de complètement, on va dire, prendre possession de ce poste de latéral droit, surtout pendant trois énormes saisons. Après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs blessures, il y avait eu des entorses, etc. Il y avait surtout Maitland Niles et puis Lichtsteiner, même à ce moment-là, qui le remplaçait, puis après Cédric quand il était arrivé. Donc oui, en fait, finalement, ses croisés l'ont un peu tué, même avec d'autres blessures. Je crois qu'il y avait pas mal d'entorses à la cheville, etc. Mais en tout cas, un garçon plein de générosité, qui ne rechigne absolument pas dans l'effort, qui apportait beaucoup offensivement, qui avait, oui, ses errements un petit peu défensifs aussi, bien sûr, parce qu'il avait aussi un petit peu des défauts, mais voilà, en tout cas, qui se faisait tout pour être aimé, en tout cas, des supporters d'Arsenal, qui était un petit peu un des siens. C'est vrai que oui, tu l'as dit, en fait, il a été préformé à Barcelone et post-formé pendant 3 saisons environ chez les Gunners. Donc voilà, de voir grandir, on va dire, l'un des siens, on va dire, au niveau de son équipe, d'être titulaire, d'être l'un des meilleurs joueurs de championnat à son poste, etc. Une vraie fierté. C'est vrai que ça s'est un petit peu mal fini avec ses blessures, etc. Et puis la perte de sa place, bien sûr, mais puis il faut qu'Arsenal aussi avance. Mais voilà, un garçon que les fans n'oublieront pas, et j'aimerais beaucoup qu'il y ait à l'avenir un petit Barcelone, en tout cas Arsenal, et qu'en tout cas, il faut que Bellerin reste à Barcelone, puisque je crois qu'il a signé que pour une saison pour l'instant, et qu'il reçoive une très, très belle standing ovation parce qu'il la mérite. Oui, ça ne sera pas une légende d'Arsenal, mais en tout cas un joueur que les fans pourront se remémorer après année, et puis avec un beau Ouais. sourire en tout cas. Il y a des joueurs comme ça, un peu comme Santi Cazorla, qui n'ont pas eu Oui, voilà, qui ont c'est pas eu le pareil. départ qu'ils méritaient, Mm. qui n'ont pas eu comme tu disais, cette standing ovation qu'ils méritaient en quittant l'Emirates. On va refermer cette émission. On aura fait très très long sur le débrief et sur Sambi, mais bon, voilà. Il y avait beaucoup de choses à dire. On se retrouve lundi prochain, sachant qu'on aura 2 matchs à débriefer. On fera un peu plus court au niveau des débriefs, ou on fera plus long l'émission, ça dépendra de vous. On vous posera peut-être un petit sondage sur Twitter. Mais en tout cas, voilà, il y aura Zurich jeudi soir et Everton dimanche. Donc voilà, une grosse semaine qui attend Arsenal, avec un rebond espéré face à Everton et une première victoire en Europa League pour le retour d'Arsenal en Coupe d'Europe, puisque l'année dernière, Arsenal n'était pas en Coupe d'Europe. Merci beaucoup, Geoff, d'avoir été notre invité pour cette émission. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir eu avec nous. Ouais, plaisir partagé. Toujours aussi sympa de débriefer, on va dire, Arsenal, on va dire la plus à froid, bien sûr, sur les rencontres. Voilà, une rencontre, rien du tout de négatif, etc. Mais voilà, toujours un plaisir de venir vous voir. Tu es le bienvenu, tu le sais. Merci Ulysse, merci Richard, malgré tes petits soucis d'internet. Salut les gars. Pas de problème. Salut. Allez, bonne soirée à tout le monde. On se retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle émission du Arsenal French Monday. Salut tout le monde.